Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français. Voici les titres du journal. La session annuelle de l'APN a débuté ce matin à Beijing. Le Premier ministre chinois y a présenté le rapport de travail annuel du gouvernement. Le président Xi Jinping a participé à la 4e session plénière de la 12e conférence consultative politique du peuple chinois à Beijing. Dongguan est une ville industrielle de la province du Guangdong, connue sous le nom d'usine du monde, mais ces dernières années, la ville a vu de grands changements. La Chine demeure le pilote de l'économie mondiale malgré le ralentissement intérieur. C'est l'opinion de nombreux universitaires étrangers que nous avons interrogés. Et enfin, pendant que les plus importants comités consultatifs et législatifs de Chine tiennent leurs réunions annuelles, plusieurs propositions touchant le monde de la culture sont à l'ordre du jour. À Beijing, la session annuelle de l'Assemblée populaire nationale a débuté ce matin. Le Premier ministre Li Keqiang a commencé son discours en énonçant le rapport de travail annuel du gouvernement. Monsieur Li a déclaré que l'économie chinoise, qui a connu une croissance de 6,9% l'an dernier, était appropriée. La croissance, qui est l'une des plus rapides parmi les principales économies mondiales, a propulsé le produit intérieur brut de la Chine à 67 700 milliards de yuans. En 2015, la production céréalière de la Chine a augmenté pour sa 12e année consécutive. Mais l'indice du prix à la consommation, principal indicateur de l'inflation, a augmenté de 1,4% par rapport à la même période l'an dernier. Son niveau le plus bas en 6 ans est bien en dessous de la cible officielle des 3%. L'industrie des services est quant à elle prometteuse, contribuant à plus de la moitié du PIB du pays pour la première fois de l'histoire de la Chine. Au sujet des cibles économiques de 2016, Li Keqiang a déclaré que la croissance du PIB de cette année serait de l'ordre de 6,5% à 7% et 3% pour la croissance de l'IPC. Plus de 100 millions d'emplois seront créés et le taux de chômage urbain ne dépassera pas les 4,5%. Selon le Premier ministre chinois, la Chine suivra une politique monétaire prudente, flexible et appropriée. Et la croissance de l'approvisionnement de la monnaie au sens large sera d'environ 13%. Il a également ajouté que davantage d'efforts seront faits pour protéger l'environnement. L'année 2016 marque le début du 13e plan quinquennal de la Chine. Le Premier ministre a indiqué que le PIB et le revenu personnel par capitale en 2020 sera le double des chiffres de 2010. La croissance économique annuelle devrait être d'au moins 6,5% d'ici les 5 prochaines années. Les habitants urbains permanents représenteront 60% de la population chinoise et la consommation de l'eau, de l'énergie et les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB baisseront respectivement de 23%, 15% et 18%. Le président Xi Jinping a participé à la 4e session plénière de la 12e conférence consultative politique du peuple chinois à Beijing. Cette réunion était une discussion conjointe avec l'Association pour la construction démocratique et la Fédération nationale d'industrie et de commerce. Le président a insisté sur le fait que la mise en place actuelle du système économique de base est une politique importante établie par le parti. Ce système permet différentes formes de propriété tout en conservant des pans de l'économie dans le secteur public. Le dirigeant chinois a déclaré que le secteur public de l'économie doit être consolidé et développé de façon absolue. Par ailleurs, les secteurs non publics de l'économie doivent être encouragés, soutenus et guidés. Xi Jinping a enfin précisé que la politique gouvernementale qui tente d'apporter de nouvelles opportunités destinées au secteur non public de l'économie reste inchangée. Un des points de focal des 2 sessions de l'APN et de la CCPPC concerne la politique de l'offre. Notre reporter Su Yuting a interviewé des députés pour leur demander ce qu'ils pensent de cette réforme. L'économie chinoise croît de façon modérée actuellement et en même temps intensifie sa réforme vers une économie de l'offre.
Le pays avait jusque-là adopté une stratégie de développement pour stimuler son économie grâce à des investissements, de la consommation et des exportations. Mais avec la hausse de la productivité, les choses changent. La surcapacité, la hausse des prix du logement, la montée des dettes des gouvernements locaux, le manque de produits haut de gamme sont des problèmes auxquels la Chine doit faire face. Pour s'attaquer à ces problèmes, le gouvernement doit améliorer l'offre de produits pour stimuler la croissance. 2016 marque le commencement du 13e plan quinquennal. La politique du gouvernement concernant la réforme de l'offre arrive à point nommé. Les entreprises industrielles, spécialement dans le secteur de l'acier, ont un besoin urgent de déstocker et de se réorganiser. L'objectif de cette réforme est d'optimiser l'allocation de composants de production pour faire naître une croissance de qualité. Mais ce n'est pas une tâche facile. La guidance du gouvernement sur la réforme de l'offre encourage effectivement les entreprises à innover. Le gouvernement doit faire plus pour soutenir les entreprises engagées dans l'innovation technologique. Par exemple, en baissant les impôts ou en simplifiant les procédures administratives. Cela fera en sorte que le marché joue un rôle décisif dans l'allocation des ressources propres à bénéficier aux entreprises et à les rendre plus compétitives. La Chine va adopter une série de mesures pour améliorer la qualité des produits afin de suivre la demande. Et le but ultime est d'optimiser la structure économique pour un développement durable. Dongguan est une ville industrielle située dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, et connue sous le nom d'usine du monde, mais ces dernières années, la ville a vu de grands changements en ce qui concerne la transformation et la modernisation des entreprises. Reportage. C'est un atelier présentant un modèle de fabrication intelligente. Ici, plus de 180 manipulateurs travaillent dans la chaîne de production. Mais maintenant, on peut seulement apercevoir quelques travailleurs. Dans le passé, nos employés devaient travailler 12 heures d'affilée, mais plus maintenant. Nous avons seulement besoin d'une personne pour acheminer le matériel à une zone spécifique en 1 heure, et cette même personne se rend ensuite au centre de contrôle. Janus est un fournisseur de solutions qui offre un système de fabrication intelligente. Le volume de vente des machines-outils à commande numérique se hisse au premier rang en Chine et figure parmi les 3 premiers producteurs mondiaux. Le propriétaire de la société a indiqué que la formation des employés est un élément essentiel à la modernisation de l'entreprise. Dans le passé, ceux qui utilisaient leurs mains dans la production seront affectés à d'autres postes, comme planificateurs ou contrôleurs. Grâce aux subventions des administrations centrales et locales, la société a pu se développer sans accumuler de dettes. Le gouvernement nous fournit une aide précieuse car la subvention gouvernementale s'élève à près de 90 millions de yuans. Et la ville nous offre aussi une subvention de 90 millions de yuans. En fait, pour des sociétés comme Janus, le gouvernement municipal a lancé une série de mesures pour encourager les entreprises à se moderniser. L'innovation a aidé la ville à attirer plus de 171 projets depuis 2012. Avec des investissements s'élevant à plus de 100 millions de dollars, les usines de fabrication intelligente dans la ville ont dépassé la barre des 400, faisant de Dongguan la nouvelle usine du monde pour une nouvelle ère. Le ralentissement de la croissance économique a entraîné une surproduction dans l'industrie de l'acier en Chine, devenue par conséquent un fardeau de plus. Le Premier ministre Li Keqiang a appelé à accomplir d'importants efforts pour remédier à cette situation. Wuhan Iron and Steel est l'un des premiers producteurs d'acier du pays et l'une des 500 premières entreprises au monde. Voyons comment elle tente de réduire ses niveaux de production. Ma Chuang, âgé de 48 ans, a été opérateur de grue pendant 31 ans chez Wuhan Iron and Steel Corporation, appelé aussi Wugang, l'un des plus gros producteurs d'acier de Chine. En octobre, il lui a été annoncé qu'il devrait chercher du travail ailleurs. Désormais, il est auxiliaire de police. J'ai consacré quasiment toute ma vie à cette entreprise. Mais vous connaissez la situation aujourd'hui. Je ne suis pas le seul à avoir dû changer de profession. En décembre, une rumeur s'est propagée sur les réseaux sociaux indiquant que Wugang pourrait supprimer environ 11 000 emplois. Le groupe a réfuté la rumeur. Il n'y a pas eu de licenciement ni de baisse salariale. Le groupe souhaite simplement optimiser ses ressources, réduire les coûts de la main-d'œuvre et améliorer la productivité.
Nous donnons toujours aux employés tels que Ma Chuang un salaire de base et la sécurité sociale. Ils doivent juste chercher du travail ailleurs. Il s'agit d'un passage hivernal très froid pour la plus grande industrie de l'acier au monde. Trop d'acier a été produit. Et comme la demande baisse, les prix ont également chuté. Les 380 km de chemin de fer dans l'usine de Wugang, de 21 km², ne sont plus occupés par le transport de piles d'acier. De nombreuses lignes de production ont fermé. Le temps est désormais au changement. Le mois dernier, le Conseil d'État a annoncé des plans de réduire de 100 millions de tonnes la capacité de production d'acier au cours des 5 prochaines années. Il restera 150 millions de tonnes. Aucun nouveau projet lié à l'acier ne sera autorisé. Des usines dépassées seront fermées et des entreprises zombies qui ont cessé de produire mais n'ont pas officiellement fermé seront éradiquées. Les producteurs d'acier ont un besoin urgent de réduire la surcapacité, comme le premier ministre Lee s'y est engagé, et avec la détermination de braves combattants. Il faut pour cela des efforts de renforcer la production d'acier en vue d'adopter des technologies avancées et de fabriquer de l'acier de meilleure qualité. Mais il est difficile de débuter. Les problèmes visant à définir quels sont les fabricants zombies et pour introduire un mécanisme de sortie du marché restent non résolus. Et la plus grande difficulté demeure le replacement des employés non utilisés. Le gouvernement déclare qu'un demi-million de travailleurs du secteur de l'acier devraient perdre leurs emplois dans le cadre des efforts visant à réduire la surcapacité. Le gouvernement central fournira une aide de 100 milliards de yuan pour la formation et ainsi aider les employés à trouver un emploi. Le responsable de la Banque centrale chinoise a déclaré lors de la récente réunion des ministres des Finances du G20 que la politique monétaire actuelle est prudente et relativement souple. Cette déclaration a attiré l'attention et certains ont même déclaré que la Banque populaire de Chine avait changé l'orientation de sa politique. Yi Gang, vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine et membre de la CCPPC, a toutefois nié que la politique monétaire s'assouplissait. Je pense que la politique monétaire reste prudente, mais dans le processus d'exécution, il pourrait y avoir quelques flexibilités et changements. Le thème principal est la prudence. Un autre membre de la CCPPC, Li Daokui, directeur du Centre de la Chine dans l'économie mondiale de l'Université de Tsinghua, a indiqué que la politique monétaire existante de la Chine est plus diversifiée. La politique monétaire est aussi compliquée que la composition d'un médicament. Et je pense que beaucoup d'investisseurs et analystes ne comprennent pas la dite politique. Ils se concentrent seulement sur le plus de liquidités. Cependant, d'un côté, la politique permet d'injecter des liquidités. De l'autre, elle pousse les banques à assainir leurs mauvaises créances. Les entrepreneurs chinois font part de leurs propositions lors de l'Assemblée populaire nationale. Examinons les détails de ce qu'ils espèrent voir en termes de développement économique pour la Chine. Li Yanhong, le président directeur général de Baidu, propose que le gouvernement accélère l'adoption de lois sur les voitures autopropulsées. Le gourou de la technologie a invité le gouvernement à augmenter le soutien financier à cette industrie émergente et à encourager les constructeurs automobiles à marcher main dans la main avec les entreprises Internet pour innover de façon coordonnée. Ma Huateng, le PDG et fondateur de Tencent, a fait des propositions pour favoriser l'économie de partage. Il croit que cela deviendra un nouveau moteur pour le développement de la Chine et aidera le pays à passer à un modèle de croissance mené par le secteur des services. Li Xiaolin, le président du groupe immobilier Linda, pense que le marché du logement dans les villes de 3e et 4e niveau sont dans un état d'offre excédentaire. Régler la situation dans ces villes devrait être une priorité. Il a invité le gouvernement à augmenter l'aide au niveau politique pour ces villes. Wang Qinghai, président du producteur laitier Wonderson, a expliqué que son secteur fait face à de plus en plus de compétition de la part de joueurs internationaux dans le marché chinois. Je me préoccupe de la revitalisation du secteur industriel en Chine, mais aussi du développement des entreprises laitières dans le futur. Les entreprises, particulièrement dans le secteur laitier, subissent d'énormes pressions de la part de concurrents internationaux. Le coût pour produire le lait en poudre en Chine est 2 fois plus élevé qu'à l'étranger. Avec cela comme prémisse, nous n'avons pratiquement aucun moyen de leur faire concurrence. Lei Jun, le PDG et fondateur de Xiaomi, a apporté 2 propositions lors de l'Assemblée populaire nationale. Une au sujet de l'Internet dans les zones rurales, l'autre sur la modification du droit des sociétés.
He Yu, le président de la Société générale de l'énergie nucléaire de Chine, pense pour sa part que le pays aura besoin de plus de centrales nucléaires pour remplacer les centrales électriques alimentées au charbon qui sont très polluantes. Il estime que l'énergie nucléaire représente une relativement petite partie de l'approvisionnement en énergie du pays. La Chine demeure le pilote de l'économie mondiale, malgré le ralentissement intérieur. C'est l'opinion de nombreux universitaires étrangers que nous avons interrogés. La Chine est devenue le moteur de l'économie mondiale depuis qu'elle a entrepris ses réformes et son ouverture en 1978. L'expert chinois Zhang Longyan dit que le pays a contribué à plus de 50% à la croissance économique mondiale depuis la crise financière mondiale de 2008. Il ajoute que la Chine continuera à alimenter l'économie mondiale. La Chine est la principale nation commerciale du monde et cette position ne changera pas dans le futur proche. C'est très important pour tirer l'économie mondiale. Une autre grande contribution chinoise au monde est sa nouvelle initiative de la route de la soie. Elle va explorer de nouveaux marchés et accroître le développement d'autres pays, à travers la coopération technologique et industrielle. Par ailleurs, l'internationalisation du renminbi et son inclusion dans le système de droits de tirage spéciaux contribuent au secteur financier mondial. Des experts économiques turcs ont aussi salué les réformes du côté de l'offre, sur lesquelles la Chine va se concentrer cette année. La chose la plus importante qui sera discutée lors des réunions politiques annuelles de la Chine sera la manière d'améliorer la qualité des produits. Si la qualité s'améliore, le marché mondial accueillera davantage des produits fabriqués en Chine et l'économie chinoise se fondera davantage dans l'économie mondiale. Ce nouveau plan économique intervient à une période critique et cette tendance devrait se poursuivre, alors qu'elle stimulera non seulement l'économie de la Chine, mais aussi bien l'économie mondiale. Par ailleurs, des économistes thaïlandais ont loué le pouvoir de consommation en hausse de la Chine comme un moyen de stimuler l'économie asiatique. Ceci parce que les pays voisins seront bénéficiaires du renforcement de la classe moyenne chinoise. Quelques ambassadeurs ont partagé leurs observations et impressions concernant la première réunion de la conférence consultative politique du peuple chinois. Le rapport de travail est très important parce que c'est le bilan de l'année qui vient de s'écouler. La Chine est dans ses réformes, la Chine rassemble ses forces et il faut progresser. Et je trouve que c'est positif. Les voix qui sont données sont importantes et pour nous, qui sommes les partenaires étrangers de la Chine, pour un pays comme la France, qui a un dialogue stratégique avec la Chine, c'est une manière pour nous d'éclairer la voie, de comprendre comment fonctionne ce grand pays, comment fonctionnent ses décisions et ça nous aide, je dirais, à aller de l'avant, à travailler mieux avec la Chine. Donc nous attendons maintenant le discours du Premier ministre Li Keqiang samedi pour compléter notre compréhension des choses, mais c'est très intéressant pour nous d'entendre M. Yu Zhenzhong expliquer pour la conférence consultative nationale du peuple chinois comment on tire un bilan de l'année passée, qui est un bilan de succès, comment on essaye de tirer les enseignements de ce qui s'est passé pour continuer à aller de l'avant dans les réformes, dans les progrès, et tout cela contribue à la paix du monde, à la stabilité du monde, à sa prospérité. C'est très important pour nous. C'est un discours très bien présenté et surtout avec des résultats qui sont très positifs dans le sens que 2015, qui était une année de réformes profondes, ont donné des résultats très très clairs dans tous les aspects et il s'attend énormément pour le 2016. Pour moi, le processus consultatif est instructif. De plus, il est encourageant de voir qu'il existe un processus aussi bien organisé en ce qui concerne la diffusion du message de la nation au peuple et aux autorités respectives. Nous espérons participer au processus en regroupant nos intérêts bilatéraux, voir comment on parviendra à se développer et comment on va apporter à nos peuples et sociétés des investissements, concrétiser nos relations et partager nos cultures. À l'issue de la première réunion de la CCPPC, nous avons recueilli les réactions de diplomates africains. Nous avons suivi de très près ce que le président Xi Jinping a dit concernant l'initiative chinoise Une ceinture, une route, qui est le facteur le plus important à nos yeux. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec le gouvernement chinois. Nous suivons aussi les décisions prises lors du sommet de Johannesburg l'année dernière. Ce sont des décisions prises par la Chine pour aider l'Afrique à réaliser plusieurs projets. Bon, je crois que le renforcement de la Chine, le renforcement de la population chinoise, ça va profiter à tout le monde, surtout
en ce moment où l'économie globale ne marche pas bien, alors que la Chine occupe la deuxième place au niveau mondial. Je crois que nous allons tous en profiter. Cette année sera une année de consécration, de réalisation, aussi bien pour le peuple chinois que également pour les amis et les pays qui sont partenaires de la Chine. Une Chine prospère, une Chine qui avance, qui se développe, et une bonne chose pour le monde et une bonne chose pour mon pays et pour tous les pays du monde. On attend beaucoup de la Chine. Et je suis certain que cette attente elle est tout d'abord partagée et sera également satisfaite grâce à cette politique de la Chine. La persistance du Parti communiste dans le cadre de la lutte contre la corruption est impressionnante. Le plus important est de combattre la corruption sur tous les échelons de la société. Et je pense que c'est la meilleure approche pour se rapprocher du peuple. Je crois que l'essentiel du 13e plan quinquennal est d'atteindre tous les objectifs stipulés ce plan. Je pense aussi qu'il est important de ne pas faire de compromis concernant ce grave problème. En marge de la PN et de la CCPC, notre journaliste Xie Chengcheng est parti à la rencontre de M. Abdoulaye Fall, ambassadeur du Sénégal en Chine. C'est la 3e année qu'il suit cet événement majeur de la politique chinoise avec grande attention. Écoutons ensemble son point de vue. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, vous êtes invité à la session annuelle de la CCPPC et de l'APN en tant qu'observateur étranger. Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus? Nous sommes preneurs de toutes les informations qui peuvent nous permettre de mieux apprécier les efforts faits par la Chine dans aussi bien qu'on peut appeler les systèmes de gouvernance, c'est-à-dire comment toutes ces problématiques sont articulées, déclinées, qu'au niveau des capacités de gouvernance, c'est-à-dire comment le leadership met en application tous ces systèmes. Une ceinture et une route sera toujours un thème phare de la session politique de cette année. Pour un pays africain tel que le Sénégal, quelles sont les opportunités et les défis apportés par cette initiative qui relie la Chine à l'Afrique? Même si au départ c'est une initiative qui concerne l'Asie du Sud-Est jusqu'à un certain point, côte est africaine. Les côtes ouest africaines également se sentent concernées. Je le dis parce que j'appartiens à un pays qui est la pointe la plus extrême à l'ouest de l'Afrique. Cette pointe rapproche la Chine des marchés internationaux. À l'ouest, c'est les Amériques, nord et sud, et au nord, c'est l'Europe de l'ouest. Donc, qui atteint les côtes est fait un pont entre les côtes est et les côtes ouest, mais s'ouvre à la globalisation et à l'internationalisation dans laquelle la Chine est en train de s'engager. Donc, nécessairement, nous nous sentons concernés par cette nouvelle initiative. La Chine est toujours un moteur important de l'économie africaine. Et selon vous, quels sont les impacts du ralentissement économique de la Chine sur l'économie africaine? On ne peut pas ne pas dire qu'il n'y aura pas d'impact si ce ralentissement-là se consolidait. Maintenant, l'Afrique et la Chine sont installées dans une dynamique qui est encadrée par le FOCAC, les engagements du président de la République de Chine pour les 3 prochaines années. Donc je n'ai aucune inquiétude quand je fais également référence à la volonté souvent affirmée et confirmée par la Chine de respecter ses engagements. Cette année, nous célébrons le 60e anniversaire des relations sino-africaines. D'après vous, quelles sont les caractéristiques de cette amitié si unique et comment la Chine et les pays africains doivent-ils coopérer dans l'avenir? La Chine a son rêve, l'Afrique aussi a eu son rêve, mais on s'aperçoit que c'est 2 rêves parallèles qui sont tous les 2 bâtis autour d'une triptyque. La libération, l'unification, le développement. La Chine s'est libérée. La Chine, c'est quand même 56 groupes ethniques. C'est une partie continentale, une partie insulaire. Unification.
et développement, donc le développement d'une société de moyenne aisance en Chine. L'Afrique a eu le même parcours. Besoin de libération, besoin d'unification. Le but ultime, c'est le développement pour également faire aspirer plutôt les populations africaines au bien-être. Et dans cette perspective-là, il y a une complémentarité entre ces deux rêves et c'est pour ça que nous parlons de développement commun. Pendant que les plus importants comités consultatifs et législatifs de Chine tiennent leurs réunions annuelles, plusieurs propositions touchant le monde de la culture sont à l'ordre du jour. Il a notamment été question d'initiatives conçues pour élargir la portée du théâtre et du cinéma, mais aussi pour protéger le patrimoine immatériel du pays. Les membres des cercles littéraires et des arts de la Conférence consultative politique du peuple chinois, le CCPPC, ont fait part de leurs suggestions pour le développement de la culture nationale. Le comédien Gong Anlin, qui est bien connu pour ses sketchs humoristiques, a participé aux 2 sessions lors des 9 dernières années. Cette année, il a fait 2 propositions, une qui vise à prévenir la violence dans les écoles et une autre portant sur les façons qui permettraient d'élargir la portée du théâtre et du cinéma. Nous avons vu beaucoup de comédies dans les théâtres. Le public aime bien les comédies parce qu'ils veulent rire, mais d'une perspective artistique, nous avons besoin d'autre chose. Il devrait aussi y avoir des films sérieux et des films d'auteur qui se concentrent sur les gens et sur la société. Des films diversifiés nous aideront à améliorer le niveau d'appréciation artistique. La protection de la culture traditionnelle est aussi un sujet qui fait l'objet de chaudes discussions au sein des cercles de la littérature et des arts. Le patrimoine immatériel fait face à de grands défis dans le monde moderne. C'est très difficile de le transmettre sans modification d'une génération à l'autre. J'espère que le gouvernement pourra offrir une aide pour que les héritiers de ce patrimoine puissent s'assurer de la survie de ces formes d'expression artistiques. La culture traditionnelle chinoise est en quelque sorte marginalisée à l'extérieur de la Chine. Nous devrions continuer à faire la promotion de la culture chinoise et à faire voir au monde l'essence même de la Chine. Les 2 sessions font référence aux rencontres annuelles de l'Assemblée populaire nationale, le principal organe législatif du pays, et le CCPPC, l'organe consultatif politique suprême du pays. En tout, plus de 1600 propositions ont été déposées cette année. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme sur CCTV Français.